et de poursuivre tout de suite avec une présentation de François Septier de Télécom Lille. Euh, Télécom Lille qui est une de nos deux écoles filiales avec Eurecom, qui a été représentée tout à l'heure par Bernard Merialdo. François est enseignant-chercheur à Télécom Lille au sein de l'équipe Signal et Images du LAGIS, qui est une UMR du CNRS. Il est membre du comité de pilotage d'un réseau thématique. Alors ça me donne l'occasion de parler des réseaux thématiques, donc je l'ai évoqué hier rapidement. Donc les réseaux thématiques, c'est les dispositifs d'animation transverse de la recherche dans le domaine du numérique et de ses usages au sein de l'Institut Mines Télécom. Donc on a aujourd'hui 9 réseaux thématiques. Il y en a un autre qui sera aussi représenté tout à l'heure par Frédéric Cupin cet après-midi sur la sécurité. Donc François est membre du comité de pilotage de ce réseau thématique sur les mathématiques appliquées et informatique fondamentale. Voilà, et donc il s'intéresse en particulier aux méthodes de Monte-Carlo dont il va nous parler tout de suite. À toi la parole. Donc, bonjour à tous, merci encore pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter les travaux que nous menons au sein de l'équipe Signal de Télécom Lille, concernant la problématique de l'inférence bayésienne. On s'intéresse tout particulièrement à l'application et au développement des méthodes de Monte-Carlo pour la résolution de cette problématique. Alors, comme on a pu le voir ce matin à travers tous ces exposés, on a besoin dans de nombreuses applications d'extraire une information utile à partir d'une collection de données à disposition avec une incertitude présente dans ces données qui sont bruitées pour être capable de concevoir des systèmes d'aide à la décision ou encore d'automatisation de tâches. Donc je vais présenter quelques applications sur lesquelles nous travaillons au sein de l'équipe à Télécom Lille. Par exemple, il s'agit ici de concevoir des méthodes automatiques qui permettent d'extraire une information utile de toutes ces séquences vidéo obtenues par un réseau de caméras, ou il s'agira par exemple de poursuivre, détecter le nombre de personnes dans ces séquences, ou encore réidentifier la même personne à travers différentes caméras d'un même réseau, ou encore détecter automatiquement un comportement anormal, ou comme des bagarres ou un objet laissé seul sans attention. Une seconde application en collaboration avec le CEA et Aria Technologies concerne le rejet d'un agent toxique dans une zone urbaine. Donc là, il y a une petite animation sur une simulation faite d'un rejet d'un agent toxique dans le quartier de la Défense, qui a été faite grâce à des modèles développés par Aria et le CEA sur la dispersion atmosphérique de polluants. Et donc l'idée ici, c'est de concevoir des techniques qui soient capables, à partir de mesures de concentration de pollution fournies par un réseau de capteurs dans la ville, d'être capable de remonter au terme source et de caractériser cette source en la localisant, en essayant aussi d'estimer l'instant de rejet et les quantités émises. Tout ceci pour prendre finalement les décisions nécessaires pour minimiser le risque d'un tel incident. Alors nous, dans l'équipe, on s'intéresse surtout à prendre une approche probabiliste bayésienne pour essayer d'extraire cette information utile de ces données incertaines. Donc là, on travaille sur les 2 étapes nécessaires à cette approche probabiliste. Donc dans un premier temps, il s'agit de modéliser statistiquement le problème, donc de caractériser un peu toute l'information statistique que l'on a à disposition de connaissances sur le système, c'est-à-dire la connaissance que l'on a sur l'information utile, et également la connaissance entre le lien entre les données observées bruitées et l'information utile. Et ensuite, une fois le modèle posé sur l'application à considérer, on va développer une méthode pour essayer d'estimer cette information utile. Donc d'un point de vue un peu plus mathématique, on va s'intéresser à des approches donc bayésiennes qui vont finalement prendre en considération toute cette information statistique du modèle qu'on a développé à travers le théorème de Bayes. On va être intéressé notamment par la loi a posteriori, la probabilité de l'objet X que l'on cherche en connaissance des observations que l'on a à disposition Y. Et on voit bien que ça fait appel aux 2 connaissances qu'on a posées lors de la modélisation,
la loi de vraisemblance, donc le lien entre données incertaines et l'objet d'intérêt, et la connaissance a priori de l'objet d'intérêt, la loi a priori. Une fois qu'on va avoir accès à cette loi a posteriori, au final, après, on va pouvoir calculer toutes les statistiques de l'objet d'intérêt, comme la moyenne, par exemple, qui est affichée ici, qui fait appel à un calcul d'intégrale par rapport à cette loi a posteriori. Le problème, c'est que dans tous les systèmes un peu complexes, réalistes, ce calcul d'intégrale va être impossible puisque cette loi a posteriori est assez complexe et donc on va devoir avoir recours à des techniques d'approximation et nous, on s'intéresse dans l'équipe plutôt à l'utilisation des méthodes de Monte-Carlo. Alors ces méthodes de Monte-Carlo, ce sont des techniques de simulation de variables aléatoires qui visent à répondre des problèmes, à résoudre des problèmes d'optimisation et d'estimation dans des systèmes complexes. Donc les premières méthodes de Monte-Carlo ont été développées durant la Seconde Guerre mondiale par un laboratoire américain. Et depuis, avec l'avancée un peu de l'évolution des ordinateurs, on a appliqué avec succès ces méthodes de Monte-Carlo pour résoudre des problèmes d'extraction d'informations utiles en présence de données incertaines. Donc par exemple en traitement d'images, en localisation, navigation, en communication numérique, mais également en finance. Donc depuis, de nombreuses stratégies de Monte-Carlo ont été développées. Donc l'idée ici, c'est pas de rentrer dans les détails de toutes ces techniques, ça serait trop long. Donc c'est vraiment d'expliquer le principe de base et d'essayer de discuter des verrous scientifiques qui se posent à nous actuellement quand il s'agit d'appliquer ces techniques lorsqu'on a à traiter des données de grande dimension. Alors, pour illustrer un peu le principe de base de ces techniques de Monte-Carlo, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le principal objectif, c'est d'avoir accès à cette loi a posteriori, la probabilité de l'objet d'intérêt X connaissant les observations Y, afin finalement de pouvoir calculer toutes les statistiques qui nous intéressent. Donc le but de ces méthodes de Monte-Carlo, c'est d'essayer de générer des variables aléatoires depuis cette loi a posteriori, pour après faire des calculs empiriques grâce à ces échantillons, pour avoir des estimateurs à partir des différentes statistiques. Cependant, le tirage direct de variables aléatoires d'échantillons depuis cette loi s'avère impossible dans la plupart des cas. Et donc l'intérêt d'utiliser cette technique, et là ça va dépendre de la méthode utilisée, mais le principe global est d'utiliser une loi un peu plus simple, donc celle par exemple visualisée à gauche en bleu, et par un phénomène, un mécanisme de pondération ou d'acceptation-rejet, on va transformer finalement ces variables aléatoires et avoir des variables aléatoires issues de la loi cible, la loi a posteriori. Donc comme on a vu ce matin, à travers tous ces exposés, le principal défi actuellement et dans les années à venir, c'est l'analyse de grands corpus de données ou des données massives. Et donc là, c'est comment on va pouvoir utiliser finalement cette technique de Monte-Carlo dans ce contexte. Et donc là, on peut identifier deux principaux verrous scientifiques sur l'utilisation de ces techniques pour l'analyse de données de grande dimension. Donc le premier, c'est lorsque l'information utile, l'information d'intérêt que l'on recherche va être de grande dimension, on va avoir un problème notamment lié à l'exploration de l'espace de recherche, puisque ici, dans la précédente slide, je représentais finalement un objet d'une dimension, mais lorsqu'on va vouloir, par exemple, poursuivre 100 personnes, donc on va avoir 100 éléments à estimer, donc on a un espace à 100 dimensions, et générer des variables multivariées à 100 dimensions va s'avérer extrêmement complexe lorsqu'on va vouloir justement explorer des espaces à forte probabilité a posteriori. Le second problème est vraiment le traitement d'un grand corpus de données, donc des données de grande dimension, où là on va avoir une complexité de calcul assez astronomique, si on va avoir beaucoup de données à traiter, puisque ici, dans l'étape précédente, ici, on a une étape de correction qui est nécessaire pour cette transformation de variables aléatoires, et cette étape de correction, on va devoir prendre en considération toutes les informations que l'on a à disposition pour effectuer cette étape. Donc si on a beaucoup de données, on va avoir une étape qui sera très coûteuse en calcul. Donc on a besoin, si on veut utiliser encore ces techniques dans ce contexte grande dimension,
on a besoin de faire évoluer ces techniques. Alors dans l'équipe, on s'intéresse plus particulièrement aux problématiques de filtrage statistique, c'est-à-dire on s'intéresse, l'objectif ici c'est d'estimer une information utile, un objet d'intérêt qui varie temporellement, donc qui est dynamique, et on souhaite avoir des techniques qui soient capables au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles observations de mettre à jour, d'estimer la nouvelle valeur de cet objet d'intérêt. Donc par exemple ici, la caméra a acquise une image, on souhaite estimer à cet instant précis d'acquisition le nombre de personnes, la position de ces personnes. Ensuite, une seconde image va être prise en considération, acquise. Et donc là, on va vouloir mettre à jour l'estimation du nombre de personnes et la position de ces personnes au vu et sachant ces deux images acquises, et ainsi de suite avec une troisième image. On va vouloir avoir une estimation en ligne de cet objet qui varie temporellement. Donc dans ce contexte de filtrage d'objets dynamiques, on a essayé de proposer des nouvelles approches pour essayer de lutter un peu contre les deux verrous que j'ai identifiés précédemment. Le premier concernait l'exploration de l'espace de recherche. Donc la difficulté, donc là j'ai illustré avec une petite animation concernant un objet qui aurait 2 dimensions, mais là il faut prendre en considération qu'on traite des objets de plus grande dimension. Donc là c'était plus la manière dont la technique actuelle, qui est aussi connue sous le nom de filtrage particulaire ou méthode séquentielle de Monte-Carlo fonctionne. On a un tirage indépendant, donc une exploration dans l'espace complet à chaque génération de variables aléatoires. Tandis que la méthode proposée, on va essayer d'avoir des tirages successifs sur des sous-espaces et non pas sur l'espace complet pour essayer de rechercher le plus rapidement possible les zones d'intérêt à forte probabilité qui est visualisée ici par les couleurs rouges. Ah. Okay. La deuxième proposition, contribution, c'était justement traiter lorsqu'on avait des données observées de grande dimension, donc comment on gérait le fait qu'on a beaucoup de données à analyser. Et donc là, l'idée a été d'utiliser une technique qui a été utilisée et développée pour la génétique des populations dans un contexte statique, et donc d'essayer d'adapter séquentiellement cette technique, Approximate Bayesian Computation, pour essayer de s'affranchir de l'évaluation de la vraisemblance qui introduit une complexité de calcul dans ces algorithmes de Monte-Carlo. Alors, donc là c'était, je ne sais pas si ça va marcher justement, donc puisqu'il disait ça. Oula. Désolé. Donc là, il faut mettre oui. Bon, rien ne se passe. Je ne sais pas si ça va peut-être pas marcher cette vidéo. Donc là, l'idée ici était d'appliquer ces techniques développées pour le tracking vidéo, où on voulait avoir une méthode donc automatique pour essayer de détecter le nombre de personnes, leur position, mais aussi d'identifier le meneur potentiel du groupe. Donc là, je suis désolé, on ne va pas pouvoir voir les résultats, mais on voit bien que ces techniques sont capables de bien fonctionner en utilisant notamment la proposition d'amélioration de l'exploration de l'espace de recherche de façon itérative. On est bien capable d'identifier correctement le nombre de personnes, leur position, ainsi que le meneur du groupe, qui va être la personne avec le pouls rouge. Ok, donc ces méthodes de Monte-Carlo sont des outils puissants de par leur généralité d'application, mais nécessitent tout de même encore des évolutions pour faire face à l'accroissement des données à analyser. C'est vraiment un problème qui est au cœur des préoccupations de la communauté scientifique. Donc les tendances actuellement de recherche pour ces techniques sont d'essayer de déployer des méthodes qui soient distribuées, de paralléliser ces méthodes pour utiliser la puissance de calcul des cartes graphiques, et aussi également d'exploiter de façon plus optimale la géométrie
du modèle statistique considéré. D'ailleurs, il y a une journée qui est organisée autour de cette thématique en mai ici à Télécom Paris, concernant un peu faire le point sur les avancées de ces techniques de Monte-Carlo pour cette problématique de grande dimension. Voilà, merci beaucoup. Merci François. Est-ce qu'on a des questions? Moi j'ai une question qui ressemble à celle qui a été posée par Patrick tout à l'heure à Thalel. Finalement, les grands verrous auxquels nous on s'attaque, c'est quoi? Parce que là tu nous as présenté un peu l'approche Monte-Carlo en général, les problématiques sous-jacentes, mais on est sur quelle verticale, si j'ose dire? Bah, c'est vraiment essayer de concevoir des méthodes probabilistes pour des problèmes d'estimation complexes en grande dimension. Donc là, on veut vraiment essayer de faire face un peu à l'évolution actuelle des choses, qui est qu'on a de plus en plus de données incertaines. Comment on va les prendre en considération pour améliorer notre phase d'estimation. Donc là, c'est d'essayer de développer des nouvelles stratégies pour que ces techniques finalement soient utilisables dans ce contexte d'accroissement des données à traiter. D'accord. D'autres questions? Là, il y en a une. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Tulinat Moja de Télécom Sud Paris. J'ai une question. La méthode de Monte-Carlo, c'est une méthode de simulation. Donc, face à l'accroissement des données, est-ce que cette méthode reste fiable? Parce qu'il y a la limite des événements, sur le nombre des événements. Vous pouvez simuler ou modéliser combien des événements? 1 million, 1 milliard? Voilà. Merci. Ouais, c'est difficile à dire. Je ne pense pas qu'on va partir sur le milliard de choses. Après, ça dépend le coût de calcul qui vous est alloué pour l'application qui est à résoudre. Donc là, ça va vraiment dépendre de l'application au final, je dirais. Après, le fait est que on va vouloir, comme Stéphane Clémençon l'a dit, essayer de traiter séquentiellement les données, donc essayer de mieux répartir finalement la charge au lieu de traiter tout en batch. On va vouloir essayer de traiter les choses de façon séquentielle. Donc là, c'est difficile à répondre. Tout va dépendre finalement de l'application et de ce qui vous est alloué comme processeur ou calcul. Donc c'est une question finalement de plateforme, c'est ça, Oui, de dimension de la plateforme. C'est ça. Il n'y a pas de limite intrinsèque à la méthode elle-même, quoi. C'est ça. Théoriquement, non. Oui. D'autres questions? Bon, si pas d'autres questions, merci François. Merci.